Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler lecture. Alors il y a pas mal de choses à dire, j'ai pu lire pas mal de choses. Je vais commencer tout de suite comme ça on ne perd pas de temps. Première lecture, c'est celle-ci, c'est Strawberry Moon, c'est La fille de la lune de Laia Lopez. On est aux éditions Hachette Roman. Je vous en avais un petit peu parlé la semaine passée parce que j'étais en train de le lire. C'est une lecture que j'avais commencée. Je l'ai terminée. Comme je vous l'avais dit, c'est un tout petit livre qui fait même pas 200 pages et c'est un premier tome. Le second, on le voit ici. Hop. Voilà, dans les tons bleus. Et c'est une histoire où il y a des dessins intégrés dedans. Des dessins vraiment très très beaux. Donc c'est assez agréable dans la lecture. Ici on est sur une lecture jeunesse, donc au niveau du confort de lecture on est bien, l'interligne est assez espacée. Le texte est fluide et au niveau de la petite histoire, on va suivre Diana qui est une sirène de la lune qui va se rendre sur la terre pour suivre des cours à l'université. Et la condition évidemment pour pouvoir suivre ces cours, c'est d'être vraiment très prudent et discret, étant donné que l'existence des sirènes ne peut pas être révélée aux humains. Alors sur Terre, elle va rencontrer d'autres sirènes qui sont dans le même cas qu'elle, donc qui ont l'autorisation de faire des études à l'université et ils vont vraiment un peu la protéger, l'informer de comment se tenir, comment agir et comment être afin que les êtres humains ne se rendent pas compte que ce sont des sirènes ou des tritons. Et Diana va vraiment adorer cette nouvelle vie. Elle va être ravie de se faire des amis parce que ce n'était pas le cas avant. Apparemment, c'était une sirène assez solitaire. Elle se sentait vraiment très seule, donc ici ça change sa vie et elle va vraiment être très contente de ce nouvel aspect de sa vie. Mais cette vie agréable va être chamboulée quand des étudiants vont commencer à disparaître et réapparaître ensuite comme s'ils étaient complètement vidés de leur âme. Je m'arrête là pour le résumé parce que voilà, en plus le livre est très court, donc si je vous raconte un peu plus, ça ne vaudra même pas la peine de le découvrir. Mais donc ici, il y a une partie avec la vie de la sirène à l'université et ensuite, il va y avoir quelque chose d'un peu plus sombre, d'un petit peu plus noir, ce qui va amener un aspect plus intéressant à cette histoire. Donc j'ai bien aimé ce premier tome. Je craignais, je vous l'avais dit, que ce soit un peu trop plat, un petit peu trop simple au niveau de l'histoire, mais apparemment c'est pas du tout le cas. Ça coupe assez bien le livre, il faut absolument lire le second tome parce qu'on est un peu arrêté en plein milieu d'une intrigue qui a l'air assez intéressante. Donc je vais évidemment poursuivre avec le second tome, je ne sais pas quand parce que je n'ai pas encore le second tome sous la main, donc il faudra que je me le procure, mais c'est pas grave, hein, pas de souci. Je reprendrai cette lecture quand je trouverai le second tome. On est ici avec une histoire, comme je vous l'ai dit, qui devient un peu plus intéressante au fil des pages. Il y a des phénomènes étranges qui vont arriver aussi, ce qui met un petit peu plus de contenu à l'histoire. Donc dans l'ensemble, c'est une lecture assez sympathique. Je passe ensuite à celui-ci qui est Meurtre et tarte au citron meringuée, qui est le 4e tome de la saga des enquêtes d'Anna Swenson. J'avais hâte de poursuivre, c'est maintenant chose faite et j'apprécie toujours autant cette saga. C'est vraiment très très agréable. Comme dans les autres livres, on va retrouver des petites recettes de pâtisserie entre les pages, donc c'est assez agréable aussi à ce niveau-là. Dans cette histoire, on va retrouver Anna Swenson, bien évidemment, qui se prépare à fêter le 4 juillet, qui est le jour de l'indépendance, mais il y a un meurtre qui va perturber toute cette atmosphère festive. Le corps d'une femme va être retrouvé dans une maison que Norman vient d'acquérir. Norman étant un ami de Anna. Je ne vais pas vous en dire plus si vous ne connaissez pas la série, mais pour ceux qui connaissent, vous savez évidemment qui est Norman. Donc à la demande d'un peu tout le monde, Anna va commencer à enquêter sur cette mort, sur ce meurtre. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je me replonge dans cette série. C'est un régal. Vraiment, le livre se dévore, ça se lit tout seul. Je pense qu'en une après-midi, je l'avais clôturé parce que les pages se tournent. Il y a une intrigue, il y a un suspense. Les personnages sont vraiment attachants. Ici, on va retrouver évidemment Anna, évidemment sa sœur Andrea,
Norman, Mike. Il y a aussi la mère de Anna et Andrea qui va être présente et on va faire la rencontre. Donc Michelle qui est la petite sœur de Anna et Andrea qui fait son arrivée dans ce 4e tome. Donc tous les éléments sont réunis pour passer un excellent moment de lecture et c'est vraiment un livre que je recommande, une saga que je recommande à 100%. Lecture suivante, c'est celui-ci, La très honorable Ligue des Pirates, ou presque. C'est un premier tome, le premier tome ici s'intitule Le trésor de l'enchanteresse. On est sur une lecture jeunesse évidemment, ça a été écrit par Caroline Carlson et ici on est aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, c'est un premier tome, mais c'est une histoire qui a un début et une fin. On n'est pas absolument obligé de poursuivre. Donc ça, c'est assez agréable. Et au niveau de l'intérieur du livre, ce qui est sympa, c'est qu'on a ici une carte. C'est toujours assez pratique d'avoir une carte. Et alors, on a un échange écrit de parchemin, en l'occurrence, qui se fait comme ceci. Donc on a des petits échanges de courriers qui rythment la lecture avec ce genre de présentation. C'est assez agréable. Hop, voilà, j'en montre encore une. Voilà, comme ceci. Donc ici, au niveau de l'histoire, on va suivre Hilary Westfield, qui est une jeune fille qui veut absolument devenir un pirate. Apparemment, c'est un choix de vie assez étonnant et elle va envoyer sa candidature auprès de la très honorable Ligue des Pirates, mais elle va être refusée étant donné que les filles ne sont absolument pas admises dans cette ligue. Les filles ne peuvent pas devenir des pirates. Ses parents, elle vient d'une famille assez aisée, hein, assez riche. Son père est un amiral et il travaille pour le royaume, hein, pour la royauté. Donc ça ne va absolument pas évidemment avec le cadre de pirate et ses parents ne prennent absolument pas cette envie que Hilary a très au sérieux et ils vont l'envoyer dans un pensionnat de jeunes filles où les seules activités ce sont la broderie, la valse, plein de cours sur les bonnes manières, etc. Ce qui évidemment dépite absolument Hilary. Elle est horrifiée par cette décision de l'envoyer dans ce pensionnat et elle va décider de s'enfuir. Elle va pas s'enfuir seule, elle va s'enfuir avec sa gargouille qui est un personnage magique, donc qui peut parler, hein, qui est doué de parole et qui est censé protéger la famille depuis des décennies. Cette gargouille, elle a été créée par justement l'enchanteresse, donc il y a un aspect magique dans cette histoire. Au cours de sa fuite, elle va rencontrer Jasper, qui est un capitaine pirate, qui va l'accepter dans son équipage et ils vont partir à la recherche d'un trésor perdu. Ça, c'est pour le contexte, c'est pour la petite histoire. Et franchement, c'est une lecture jeunesse, mais je l'ai trouvée assez complète. Je l'ai trouvée vraiment bien structurée, vraiment bien amenée. Ça se lit aussi tout seul, de nouveau, en une après-midi. C'était plié, je l'avais terminé. C'est fluide, il y a un suspense, il y a un rythme qui est vraiment présent tout du long. Donc, c'est assez agréable au niveau de la lecture. Et on est dans l'univers des pirates, évidemment. Donc, si vous aimez la lecture jeunesse, si vous aimez l'univers des pirates, vous allez vraiment bien vous amuser avec celui-ci. Ici, on a des pirates, mais ce sont des pirates très distingués, donc avec un règlement assez pointu. C'est un peu des gentlemen pirates, on va dire, donc c'est assez intéressant. Cet univers, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un livre qui a beaucoup d'aventures, qui a aussi un aspect magique. Donc, ça amène un univers assez riche, assez complet. C'est très bien construit comme je vous l'ai dit et les personnages sont très sympas. Donc il y a évidemment Hilary, le personnage qu'on va suivre tout du long. Il y a également la gargouille évidemment qui l'accompagne, qui est un petit personnage avec un caractère assez fort. C'est assez bien fait. Mais on a aussi d'autres personnages comme le personnage de Jasper qui est le pirate qui va à l'accepter dans son équipage, mais il y a aussi Miss Grayson qui est en fait une gouvernante pleine de surprises. Donc j'ai vraiment tout apprécié dans cette histoire du début à la fin. C'est un premier tome qui est très très réussi et à mon avis je poursuivrai. Donc comme je vous l'ai dit, on peut tout à fait s'arrêter au premier tome. L'aventure elle se commence, elle se termine, mais il y a moyen en fait de poursuivre avec les personnages qu'on a ici dans ce premier tome. Et à mon avis je vais poursuivre parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je poursuis avec une BD qui est celui-ci. Les Sœurs Grémillet, le rêve de Sarah, donc le premier tome. C'est une série, donc il y a 3 tomes, hein, je pense, parce qu'il y a 3 sœurs. J'en avais pas mal entendu parler de cette BD et j'étais curieuse de la découvrir. Au niveau des dessins, on est sur quelque chose de vraiment très très joli.
Je vous montre quelques planches ici. Comme ça, vous pouvez vous faire une petite idée. Voilà. Donc, on est dans des couleurs assez pastel. Hop. Et donc, pour cette première histoire, on va suivre donc ces trois sœurs, les trois sœurs Grémillet. Elles ont chacune un caractère bien différent et elles s'entendent comme des sœurs, donc il y a des disputes de temps en temps. Et on va apprendre que Sarah, donc, qui est ce personnage ici, qui est la sœur aînée, fait depuis quelque temps des rêves très étranges et elle va du coup interroger leur mère parce qu'elle sent que ces rêves ont un rapport avec leur mère et avec le passé de leur mère. Donc elle va l'interroger à propos de sa jeunesse et elle se rend bien compte que sa mère est assez mal à l'aise par rapport à ça, qu'elle ne donne pas grand-chose comme information, qu'elle fuit plutôt la discussion. Il y a donc un secret dans le passé de leur mère et elles vont essayer de découvrir quel est donc ce fameux secret. Ça, c'est pour l'histoire. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome, hein, en plus des dessins, des coloris, tout ça. J'ai vraiment apprécié cet univers avec ces trois sœurs. Elles sont touchantes, hein, parce que malgré les disputes et les différences, eh bien, elles sont vraiment soudées et elles veulent chacune bien faire à leur façon. Elles vont donc tenter de découvrir le passé de leur maman. Ça tourne autour de tout ça. Il y a une histoire un peu plus profonde. Il y a quelque chose d'un petit peu... allez, il y a quelque chose, je ne vais pas vous dire quoi, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans le passé de leur mère et qui impacte l'attitude que cette dernière a actuellement dans le présent. Donc on va un petit peu gratter pour découvrir ce qui s'est passé. C'est vraiment une jolie histoire. Je pense que je poursuivrai parce qu'après on va passer apparemment à la seconde sœur qui est Cassiopée. Et le troisième tome traitera de la troisième et dernière sœur. Donc comme j'ai bien apprécié avec cet univers, avec cette façon de faire, c'est tout en poésie, c'est mignon, c'est tout doux. Franchement, c'était une agréable lecture. Je passe ensuite à celui-ci qui est une lecture que j'ai faite et terminée hier, qui est Mork. Je ne sais pas comment on prononce quand il y a les accents sur le haut. C'est de Ragnar Jonasson. On est ici aux éditions La Martinière, me semble-t-il, si je me rappelle bien. Oui, édition de La Martinière. Les couvertures sont toujours splendides. J'avais lu le premier tome, hein, qui est Snior, je pense, oui. J'ai poursuivi avec celui-ci qui en fait n'est pas le second tome, pas du tout. On m'a signalé ceci il y a pas longtemps, il y a juste quelques heures, mais effectivement moi je les avais pris par ordre de parution, mais en fait ils n'ont pas été écrits dans cet ordre là, donc en fait, ce n'est pas le second tome du tout, c'est pas grave parce que j'ai bien le second tome qui est Nat, du coup je pense, et le troisième qui suit dans ma palle, donc je vais pouvoir combler ce trou. Mais je peux vous dire que ça n'empêche pas, en tout cas, la lecture. C'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Il y a juste dans celui-ci, je me suis fait la réflexion au niveau du personnage principal, hein, qui est ici Aritor. Eh bien, au niveau de sa vie personnelle, on a fait un bond de fou dans le temps. Et je me suis juste dit, tiens, c'est bizarre qu'on fasse un bond pareil dans le temps à ce niveau-là. Mais au niveau de l'enquête en elle-même, ça n'empêche pas la lecture. Donc, pour celui-ci, on se retrouve à nouveau en Islande. Hein. Je ne vais pas me casser la tête à tenter de vous dire le nom de la ville. C'est noté ici. Une nuit, un policier, l'inspecteur qui est de service ce soir-là, va se faire tirer dessus tout près d'une maison abandonnée qui a l'air d'être un petit peu la maison hantée qui fait peur à tout le monde. Et Aritor, il va commencer à mener l'enquête pour retrouver le tireur et il va faire pas mal de découvertes. Ça, c'est vraiment l'histoire. Au niveau de cette enquête, de ce livre. Les livres sont pas très épais, hein, ils font moins de 300 pages, donc c'est pour ça que ça se lit très vite et c'est pour ça que je ne vais pas vous en dévoiler plus au niveau de l'histoire, parce que j'ai peur de vous donner trop d'informations pour le coup. Mais c'est donc le second livre que je lis de cet auteur et j'ai toujours aussi bien apprécié cette lecture. C'est pas pour rien, je l'ai terminée en une après-midi également. Décidément, il y a pas mal de choses que j'ai terminées en une après-midi.
Ça se lit vraiment tout seul, c'est fluide. L'enquête évidemment que va mener Aritor va se révéler bien plus complexe que prévu, donc il y a pas mal de choses qu'on va découvrir, qu'on va apprendre. Et pour un petit village qui est réputé vraiment le plus calme du monde, il se passe quand même pas mal de choses, je trouve. Manque de bol pour Aritor. Mais donc ici, on va se retrouver de manière générale, je vais dire, dans une sombre histoire pleine de secrets. Sur vraiment les terres gelées d'Islande. On va se retrouver dans cette ambiance. Ça aussi, j'aime bien dans ces livres, c'est qu'on se retrouve dans cette ambiance où il fait froid, où il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, un petit village un peu en retrait, un peu perdu, où tout le monde se connaît. Donc j'apprécie aussi l'ambiance de ces livres et les couvertures. Mais les couvertures, elles sont super belles avec ce petit effet irisé. J'adore. Donc je vais poursuivre en reprenant du coup dans l'ordre cette fois. Je passe ensuite à celui-ci, Petite créature, aux éditions Pocket, c'est écrit par Mélanie Golding. Je vous en avais parlé parce que c'était une des lectures en cours de la semaine passée et j'étais vraiment à la fin. Je vous avais dit que j'avais lu une très bonne partie et que j'allais le terminer dans la soirée, ce qui avait été fait d'ailleurs. Je l'ai terminé. Au niveau de l'histoire, je vous avais dit, on va retrouver le personnage de Lorraine qui est enceinte de jumeaux et qui va accoucher de ses 2 jumeaux. Donc tout se passe plus ou moins bien à ce niveau-là. Et à l'hôpital, quand elle se retrouve seule avec ses 2 bébés, une nuit, il y a une femme qui va se retrouver dans sa chambre et qui va lui dire qu'elle lui propose d'échanger un de ses jumeaux. Parce que également elle en a 2. C'est une femme qui a l'air vraiment en difficulté, elle est sale, elle est crasseuse, enfin voilà, elle a de toute évidence beaucoup de problèmes. Et elle propose à Lorraine d'échanger un de leurs bébés, comme ça au moins un de ses bébés à elle aura une chance d'avoir une vie confortable qu'elle ne peut pas lui offrir. Et elle lui dit que si elle refuse ce deal, elle va lui prendre ses 2 bébés. Donc Lorraine, apeurée, elle va s'enfuir dans la salle de bain. Elle va appeler la police et la police va arriver. Mais quand la police arrive et quand le personnel de l'hôpital arrive, cette femme s'est volatilisée avec ses bébés. Et au niveau des caméras de surveillance, on ne voit pas de traces de cette femme. Donc on pense que Lorraine a eu des hallucinations à cause de la fatigue, de l'accouchement, de tout cet aspect traumatisant. On ne la prend pas au sérieux. Donc elle va rentrer à la maison, elle va rentrer chez elle avec ses enfants. La situation avec son mari est un petit peu compliquée, ils ont des difficultés, mais le truc c'est qu'en rentrant chez elle, elle va continuer à voir cette femme régulièrement qui la guette et elle va avoir la visite d'une inspectrice qui s'appelle Jo. Qui a été informée qu'il y avait eu un incident à l'hôpital. L'affaire a été classée directement comme ça, terminée sans suite, parce qu'apparemment c'est simplement un problème psychologique de Lorraine suite à son accouchement. Mais elle veut faire les choses bien, donc elle va un petit peu plus s'investir et elle va rencontrer Lorraine pour un petit peu voir ce qui s'est passé. Et apparemment elle est la seule à croire qu'il y a eu un souci cette nuit-là. Mais enfin voilà, il n'y a rien qui est fait de plus. Et un jour, Lorraine va sortir avec ses enfants pour faire une petite promenade. Elle va se poser dans un parc et elle va un petit peu s'assoupir. Et quand elle va se réveiller, eh bien, les enfants auront disparu. Quelques temps plus tard, tout est mis à l'arrière de couverture. Donc pas de stress, je vous raconte pas toute l'histoire. Bref, quelques temps plus tard, la police va retrouver les enfants, mais Lorraine, elle voit qu'il y a clairement un problème et elle ne reconnaît pas ses enfants. Ce sont les mêmes physiquement, mais elle sent que c'est pas ses enfants et qu'ils ont été échangés. Donc là commence un petit moment stressant, un petit moment angoissant parce qu'elle se dit que la femme justement a mis sa menace à exécution. Elle a échangé les bébés, elle a pris les siens, elle a laissé les siens, si vous me suivez. Mais le truc c'est que évidemment elle est la seule à voir qu'il y a un problème. Et voilà, donc on va suivre Lorraine, on va suivre cette femme. J'avoue que moi la fin m'a un petit peu déçue parce qu'on n'a pas...
la fin nous laisse un petit peu choisir ce qu'on a envie de croire. Et j'avais vraiment envie que ça se clôture, mais que l'autrice qui a écrit le livre fasse un choix elle-même et que ça parte dans un sens ou dans l'autre, soit dans un aspect un petit peu fantastique, horreur, démon, possession, enfin tout ce qu'on veut, ou alors que ça s'explique d'une façon plus scientifique, plus posée. Moi, les deux me convenaient, mais ici, en fait, il n'y a pas eu ce choix. Donc, on se retrouve à une fin et c'est nous qui devons choisir de croire telle ou telle chose. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu été déçue parce que, pas par l'histoire, parce que j'ai été happée, j'ai été entraînée du début à la fin. J'ai vraiment bien aimé. Ça s'est lu vraiment tout seul. J'avais à chaque fois envie d'y revenir. Je n'arrivais pas à le lâcher parce que justement, je voulais savoir quel était le dénouement. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de dénouement. Donc voilà, un petit peu déçue pour la fin, mais sinon pour tout le reste, j'ai adoré. Lecture suivante, c'est celui-ci, donc À la poursuite du croque-mitaine. On est aux éditions Le Livre de Poche. C'était également... non, c'était pas une lecture en cours, je me rappelle plus. Mais je l'ai commencé juste après Petite créature, mais... alors j'ai peut-être pas eu le temps de vous en parler, c'est peut-être ça. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai lu celui-ci aussi, qui est de Richard Chizmar. Oui, j'espère que ça se prononce bien comme ça. Qui est un livre intéressant. Donc au niveau de l'histoire, on se trouve en été 1988 et on a le personnage justement de Richard Chizmar. Donc c'est l'auteur qui se met en scène dans son propre livre. Qui a été diplômé, qui vient d'être diplômé et qui va retourner dans sa ville d'enfance, là où vivent encore ses parents, qui s'appelle Edgewood, si je me rappelle bien. Et il va préparer son mariage dans cette petite ville et il va aussi se lancer dans l'écriture, dans une carrière d'écrivain et il écrit des histoires assez glauques, un peu horreur. Mais voilà, c'est son plan, donc il décide de se lancer là-dedans. Et le truc, c'est que pendant cette période, donc cet été 1988, il y a des jeunes filles qui vont se faire attaquer, des adolescentes, et on va retrouver un premier corps, puis un second, ainsi de suite. Donc apparemment, il y a un serial killer qui s'attaque aux jeunes filles et qui les mutile également. Et on voit que ça commence un petit peu à augmenter au niveau de la violence. Et l'enquête policière va démarrer pour retrouver le coupable. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'histoire. J'ai trouvé ça assez... En fait, ça m'a un petit peu perturbée déjà de retrouver en tant que personnage principal l'auteur. Et ici à l'avant, on nous informe, donc il y a une note au lecteur, désolé, qui nous indique que c'est bien une œuvre de fiction que l'auteur a fait en hommage à sa ville natale, là où il a grandi. Et à sa passion des affaires criminelles et certaines tranches de vie relatées ici sont inspirées de son parcours personnel alors que d'autres sont utilisées fictivement pour conférer au livre un peu d'authenticité. Et on a une partie des décors, des personnages, des publications et des événements qui sont cependant tout droit sortis de son imagination. Donc c'est un mix entre des éléments réels et des éléments fictifs. Donc ok, je me suis dit très bien, d'accord. Et ce qu'on retrouve aussi à la fin de chaque chapitre quasiment, c'est ceci. On a des photos qui nous mettent dans l'ambiance, donc des photos de la ville, des photos des maisons où les jeunes filles habitaient, ce genre de choses. Donc ça donne vraiment un aspect beaucoup plus authentique, évidemment. Je pense que c'était ça le but de cette histoire, c'est pour créer un genre de reportage illustré. Mais moi, du coup, ça m'a un peu perturbée parce que je ne savais pas trop si j'étais dans une histoire fictive ou dans un reportage d'un fait divers d'il y a des années qui a été relaté. Donc ça m'a un petit peu perturbée. Mais sinon, au niveau de l'histoire, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'il y a quelques longueurs. Il y a un moment donné où ça se traîne. Le début est assez lent parce qu'on va retrouver donc l'auteur, Richard, qui revient dans sa ville natale, qui commence à écrire, qui se retrouve dans sa chambre d'enfant, d'adolescent, qui vit, enfin,
qui est en contact avec sa fiancée qui, elle, termine ses études. Il retrouve certains de ses anciens camarades d'école, mais qui sont adultes à présent, tout comme lui. Ça tourne pas mal autour de cette ambiance, de cette ville, des relations, tatati tatata. Je trouve que, voilà, les 50 premières pages, il faut un petit peu s'accrocher. Et puis, dès que ça démarre, donc quand il y a la première disparition, hein, et puis quand on retrouve le corps juste après de la première jeune fille, là, le rythme commence à prendre un petit peu d'ampleur, ça s'accélère et puis c'est fluide et c'est prenant jusqu'à la fin. Donc voilà, il y a deux rythmes. Le début assez lent et puis ça se lance, mais il faut le temps que ça se lance. Donc voilà, j'ai bien aimé, sans plus. J'ai passé un bon moment, mais voilà, c'était pas non plus fou. Mais je pense que c'est justement ce côté où j'arrivais pas à me situer, soit dans une fiction, soit dans une histoire réelle. Je crois que ça m'a un petit peu bloqué au niveau de la lecture. Je passe à la suite qui est une BD très belle et assez épaisse, qui est Le Voyage extraordinaire. C'est le cycle 1, le trophée Jules Verne. On est ici aux éditions Vent d'Ouest. Donc j'ai pu la lire. Je vais vous montrer quelques plans parce que les dessins sont splendides. Hop, regardez comme c'est beau. Voilà. Voilà. Donc, magnifique BD, vraiment super belle. Alors, dans cette histoire, on se retrouve en Grande-Bretagne en 1927 et on va suivre les personnages d'Emilien et Noémie qui ont vécu toute leur vie quasiment dans un pensionnat. Leurs parents sont riches, hein, ils ne sont pas frères et sœurs, ce sont des cousins. Et leurs parents ont pas mal de richesses, ont pas mal d'argent, mais ne sont pas très impliqués apparemment dans leur éducation. Du coup, ils les laissent dans un pensionnat et un beau jour, ils vont les rappeler. Donc les parents de Noémie vont les rappeler chez eux. Et là, on va se rendre compte que le père de Emilien, qui s'appelle Alexander, a disparu. Apparemment, c'était un genre d'inventeur. Et d'ailleurs, Noémie et Emilien ont ça en commun. Ils construisent plein de trucs, ils ont une facilité dans tout ce qui est la mécanique, etc. Donc ce sont aussi des genres d'inventeurs à leur niveau. Et on apprend que le père d'Emilien, Alexander, projetait de participer à un concours important qui est justement le trophée Jules Verne. Et il se demande du coup si sa disparition n'a pas un rapport avec ce fameux trophée. Ils vont du coup un petit peu rechercher ce qui s'est passé, voir ce qui est arrivé au père d'Alexander et ça va leur mener jusqu'au concours jusqu'au trophée Jules Verne. Donc dans cette histoire, on est en Grande-Bretagne en 1927, mais ce qui est intéressant, c'est que la guerre n'est pas finie, donc la guerre continue. Donc la première guerre mondiale, bien entendu, et il y a un élément nouveau, étant donné que il y a également des attaques de robots, des robots vraiment élaborés qui prennent part à cette guerre. Donc il y a pas mal d'éléments dans cette histoire. Donc on va suivre les aventures de Noémie et de Emilien qui vont du coup se lancer à la recherche, enquêter sur la disparition du père d'Emilien. Et il y a évidemment plein de dangers vu que la guerre fait toujours rage et qu'il y a cet élément avec les robots automatisés qui prennent part à la guerre. J'ai bien aimé, franchement c'était sympa, j'ai trouvé l'idée super originale. Les dessins sont magnifiques, la BD elle est assez épaisse, mais comme c'est un premier cycle, ça explique pas mal de choses vu qu'il y a 3 tomes dans celui-ci. Il y a combien de pages? Je me rappelle plus bien, mais il y en a 150 quand même. Mais c'est assez fluide, ça se lit bien. J'ai vraiment bien aimé cet univers. C'était vraiment très intéressant de découvrir ce monde. En plus, on est dans le monde des inventeurs. Donc c'était vraiment très chouette parce qu'il y a un peu de tout. On a cette recherche du père, on a cet aspect mécanique, invention, on a la course pour le trophée Jules Verne, on a la guerre, on a aussi un petit côté espion,
mission secrète. Il y a vraiment pas mal de choses dans cette lecture et j'ai vraiment bien apprécié. Et je termine avec celui-ci que je viens de finir, c'est L'île aux mensonges de France Harding aux éditions Gallimard Jeunesse. C'était ma lecture en cours également, je l'ai terminée hier et j'ai vraiment bien aimé cette histoire. C'est vraiment très très chouette cette histoire où on va suivre Fate, qui est la fille d'un pasteur. On est en 1860 et Fate et sa famille, donc le pasteur, son père, sa mère et son petit frère doivent quitter Londres parce qu'il y a eu un scandale. Apparemment, son père, le pasteur, est naturaliste. Et apparemment, il aurait, en tout cas, il y a des rumeurs qui laissent penser qu'il aurait trompé la communauté scientifique. Et donc, pour éviter le scandale, pour laisser l'affaire un petit peu se tasser, il a été invité dans une petite île, l'île de Van, me semble-t-il, au large des côtes anglaises, pour venir mener des fouilles sur place. Donc, on a besoin de son concours, on a besoin de son expérience. Donc, toute la famille part et se retrouve sur cette petite île. Et au niveau de l'ambiance, c'est assez particulier parce que le père de Fate, c'est pas un personnage amical, c'est pas un personnage chaleureux, il y a une certaine froideur, une sévérité. Il est vraiment très dur avec Fate. Sa mère également, elle est extrêmement froide, elle est très distante, ça a l'air d'être une femme méchante. Donc Fate, elle a juste vraiment des rapports sympathiques avec son petit frère. Donc c'est une ambiance familiale assez particulière. Ils vont arriver sur cette île et voilà, l'histoire va commencer. Il va y avoir des découvertes qui vont se faire. Fate a un petit défaut, enfin on peut pas, je ne sais pas si on peut appeler ça un défaut, mais bref, elle est extrêmement curieuse et elle aime bien un petit peu farfouiller, un petit peu fouiller dans les affaires et elle va fouiller dans les affaires de son père quand il aura le dos tourné et là elle va trouver un truc un peu gênant et elle va un petit peu plus creuser. Ça c'est au niveau de l'histoire, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon vous allez avoir toutes les infos et ça va vous gâcher la lecture. Mais toute cette histoire va tourner autour des mensonges, clairement, l'île aux mensonges. Mais d'une manière très originale. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, l'originalité de l'histoire. C'est vraiment bien écrit. J'ai bien aimé aussi la plume de France Harding qui nous emporte comme ça dans un univers où on a un petit côté fantastique, surnaturel qui apparaît. Toute cette thématique autour du mensonge de manière générale, je vous en dis vraiment pas plus, il faut le découvrir ensuite en lisant, mais franchement c'était une vraiment très très bonne lecture. Nous avons fait le tour pour mes lectures terminées. Celles qui sont à présent en cours, les voici. J'ai commencé celui-ci, L'ombre de la baleine de Camilla Graebe. On est aux éditions Le Livre de Poche. Alors c'est une autrice que dont j'avais entendu parler récemment et j'avais entendu pas mal de bonnes choses. Du coup j'ai eu envie de tenter. Je sais que c'est pas le premier tome, mais j'avais entendu dire que c'était pas important, en tout cas que c'était pas obligé de commencer dans le bon ordre pour comprendre l'histoire, l'enquête, etc. Du coup, je me suis décidée à commencer par celui-ci parce que voilà, la couverture m'intriguait, le titre m'intriguait aussi. J'ai juste commencé, je suis à la page 56, donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vous en parlerai un petit peu mieux la semaine prochaine quand il sera terminé. J'ai également commencé celui-ci qui est La falaise de la repentie aux éditions J'ai lu, c'est écrit par Marie-Béatrice Gauvin. La couverture est magnifique, je la trouve super belle, vraiment splendide. J'ai pas beaucoup avancé non plus, je suis à la page 34 donc encore moins. Je vous en parlerai évidemment mieux la semaine prochaine. Ici c'est quand même une belle brique, elle fait un peu plus de 600 pages donc je ne sais pas si je l'aurai terminée la semaine prochaine, mais en tout cas je pourrais vous en dire davantage. Et enfin, troisième lecture, si il veut bien venir, c'est celui-ci, Le chant des géants, qui est vraiment magnifique. Il est en hardback ici, je l'ai commandé, je l'ai reçu et je l'ai directement commencé parce que j'avais vraiment hâte de le découvrir. On est aux éditions HSN, donc L'homme sans nom, et c'est écrit par David Braille. J'en avais entendu parler un petit peu, pas beaucoup parce que je voulais pas trop en savoir, mais j'avais entendu en tout cas des bons échos.
j'ai envie de découvrir. Je viens de le commencer également. Ce sont toutes les 3 des lectures que je viens à peine de commencer, donc je ne vous en parle pas ici, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Je suis à la page 63 et franchement pour l'instant j'aime beaucoup l'ambiance. Le livre en plus est magnifique, regardez-moi ça. À chaque début de chapitre, on a ce style de mise en page. C'est vraiment super beau avec à chaque fois l'encadré comme ça tout autour. Bref, le livre il est magnifique. Ça se lit bien. Les pages sont assez épaisses. Il n'est pas très épais non plus. Il y a 200, 300, il y a 320 pages. Donc ça va se lire assez vite. Là, regardez, j'ai déjà lu ça. Et je suis qu'à la page 63. Donc il sera fini évidemment la semaine prochaine. Je vous en parlerai plus à ce moment-là. Et j'ai décidé de continuer, mais je n'ai pas encore lu, mais j'ai décidé de me lancer dans le tome 6 de la saga Blackwater avec La pluie ici, toujours de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, les éditions qui sont juste magnifiques. Magnifiques. J'ai décidé de finir cette saga. Ça fera au moins une saga que j'ai finie, même si j'aurai un petit peu de peine de la terminer parce que je suis super bien dedans, hein. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Cette saga elle est vraiment géniale, en tout cas moi j'accroche vraiment beaucoup. Donc d'un côté j'ai hâte de le lire, mais j'ai pas trop hâte de le finir par contre parce qu'après il n'y aura plus, mais bon c'est comme ça. Et voilà, on a fait le tour pour mes lectures de la semaine, mes lectures en cours. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, de me laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un excellent week-end, un très bon dimanche, que tout se passe bien pour vous et à très bientôt.